La montagne céleste est toujours couverte d'un épais brouillard. Son sommet touche les nuages. Il y a une tombe d'épées ici. Devant l'entrée se trouve une stèle de pierre sur laquelle sont inscrits des mots. Tous ceux qui enterrent ici leur épée seront libérés des obligations et des ressentiments et trouveront une nouvelle vie, séparée de ce monde. Celui qui enlèvera l'épée de cet endroit recevra avec elle tout ce qui a été enterré avec elle par le précédent propriétaire. Des centaines d'épées sont stockées ici, dont beaucoup sont déjà rouillées et réduites en poussière. Ici, dans la tombe des épées, se trouvent encore bon nombre des destins les plus insolites et mystérieux. L'une des épées avec une luxueuse encoche dorée sur le fourreau est enfoncée profondément dans le sol. Quel destin garde-t-il ici sur la montagne céleste? Les bruits d'une bataille sanglante résonnent du passé. Les guerriers réclament la protection du maître, mais leurs cris sont interrompus. Un guerrier armé d'une épée ne voit pas les obstacles devant lui. Il frappe les ennemis à gauche et à droite et court vers son but. Son objectif est un adversaire fort et agile. Ils étaient engagés dans un combat mortel. Le sol se dresse sous leurs coups. Le guerrier essaie de porter un coup fatal pour achever l'ennemi, mais il parvient toujours à esquiver et à riposter. L'habileté au combat de l'ennemi n'est pas surprenante. Le guerrier sait que devant lui se trouve Jiang Taichun, le chef de l'ordre des démons. Mais cela ne fait qu'ajouter à la détermination du guerrier à tuer son ennemi. Il feint et frappe le perfide Jiang Taichun avec son épée. L'épée le transperce. Le chef de l'ordre démoniaque tombe à genoux, et le héros se tient au-dessus de lui avec une épée sanglante à la main. Jiang Taichun appuie sa main sur la blessure et se rend compte qu'il va bientôt dire au revoir à la vie. Mais il n'abandonne pas et raconte au héros qu'il a osé le sous-estimer. Lui, Jiang Taichun, peut encore renaître. Le héros ne prête pas attention à ces menaces. Il tuera son ennemi à chaque fois qu'il renaîtra, autant de fois que nécessaire. Une tablette avec une inscription rouge apparaît entre les mains du chef de l'ordre démoniaque. Il mord cette tablette avec ses dents et demande si son ennemi peut se permettre le luxe d'attendre sa résurrection. Dans un rugissement terrible, il disparaît, laissant derrière lui un nuage de fumée noire. Le héros se couvre le nez et la bouche avec sa main et ne voit rien dans les jets de fumée. Son adversaire peut lancer des sorts et libérer du poison en même temps. Il émerge du nuage empoisonné et constate que son ennemi a disparu. Le poison commence déjà à faire effet et il comprend qu'il doit d'abord éliminer le poison du corps. Il lui est difficile de marcher et il s'appuie sur son épée. Il y a une bataille dans la ville et une forte explosion attire l'attention d'un guerrier. Rassemblant toutes ses forces, il court vers le lieu de l'explosion. Il est en retard. La jeune fille tombe à terre, transpercée par une épée. Le guerrier ne peut qu'appeler le nom de la fille, en désespoir de cause. Eun Hobin. Mais il n'y a pas de réponse. Il accourt et frappe son assassin dans le dos d'un seul coup. Et il ramasse dans ses bras la fille qui tombe. Il la met à terre. Il lui demande de se réveiller et d'ouvrir les yeux. La jeune fille ouvre les yeux, reconnaît le guerrier et touche son visage. Le guerrier demande ce qui s'est passé et où est Jeomyang. La fille répond que Jeomyang n'est pas venu. Le guerrier demande à la jeune fille de ne rien dire de plus pour ne pas gaspiller d'énergie. Il a tout compris. Il lui demande de tenir encore un peu. Il la sauvera certainement. Il lui pince la blessure, mais la vie quitte peu à peu la jeune fille. Il n'a pas pu la sauver, et maintenant il comprend que tout est fini. Un guerrier se tient près d'une stèle près de la tombe des épées. Il lit attentivement tout ce qui y est écrit. Il s'y appuie, et se rend compte que tout est écrit comme il l'a entendu autrefois. Le guerrier sort son épée et l'essuie. Il doit faire ça. Si quelqu'un accomplit sa volonté de la même manière que le descendant de la divinité de l'épée s'est occupé d'anciennes obligations et de griefs, il réfléchit et rengaine l'épée. Ensuite, il lui laissera tout ce qu'il possède actuellement. Il lève son épée, et avec les mots « Je vous demande d'accomplir pleinement ma volonté », il la plonge dans le sol. Au même moment, son corps commence à disparaître, et au bout de quelques minutes, il n'y a plus personne au sol. Seule l'épée reste parmi les mêmes épées. Do Chang-woo, le garçon de course du clan de l'ours noir, dit avec indignation à son patron que c'est tout simplement ridicule de vendre les affaires de Shuroshi à des bandits. Et il a entendu parler de Heavenly Mountain, mais il n'y ira pas. Oh Henwang, le maître du clan de l'ours noir, répond que ceux à qui il veut le vendre ne sont pas des bandits, même s'ils ont l'air dangereux. Chang-woo se demande comment vous pouvez vendre cela sans même savoir à qui vous le vendez. Ce qu'il y a à l'intérieur du coffre est clairement un faux. Et s'ils se font prendre? Henwang répond sombrement qu'alors ils mourront tous. Chang-woo ne comprend pas pourquoi le maître le force toujours à faire des choses dangereuses. Cela le rend fou. Le maître répond que tout cela est dû au fait que Chang-woo est irremplaçable. Chan-woo tend la main au patron, ce qui est plutôt sale. Le patron ne comprend pas ce qu'ils attendent de lui. Le gars demande une avance. Avant de mourir, il veut faire la fête avec les filles et boire. Le patron a déjà entendu les filles dire que Chan-woo ne leur rendait pas visite du tout ces derniers temps.
Où met-il son argent? Le gars répond que c'est son affaire où il les met. La jeune femme est-elle vraiment jolie? Demande le patron, et Chang-woo lui conseille à nouveau de ne pas se mêler des affaires des autres. Fleurs de cerisier dans une cour confortable près de la maison. Il y a beaucoup de plats délicieux sur la table. La fille dit que Chang-woo n'est pas obligé d'apporter des friandises à chaque fois qu'il vient. Mais le gars répond que c'est le moins qu'il puisse faire pour elle, car elle lui offre toujours un délicieux thé. Il boit le thé d'un trait, mais la jeune fille n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Bien sûr, il s'est brûlé et crache maintenant du thé. La fille demande si son ami a un autre travail difficile devant lui. Il revient toujours blessé après être venu la voir. Chan-woo se demande comment elle est au courant de cela. Hun Ho-bin, une vagabonde qui n'appartient à aucun clan, répond qu'il n'est pas difficile de savoir ce que fait son ami. Il suffit de demander autour de lui. Chan-woo dit que ce n'est rien de grave, il est juste nerveux parce qu'il n'est jamais allé dans ces endroits. Ho-bin demande « Est-ce quelque part loin ?» Pas vraiment, c'est Heavenly Mountain. Ho-bin est très surprise par le parcours de son ami. Elle sait qu'il y a là une tombe d'épée. C'est une nouvelle pour Chan-woo. Il n'avait jamais entendu parler du tombeau des épées. Ho-bin sait que toutes sortes d'armes y sont enterrées. Certains disent que c'est un dépôt de trésors, car les armes peuvent être librement emportées et porteront chance. Mais en réalité, ce n'est qu'une tombe et personne ne peut en retirer des armes. Dans tous les cas, elle conseille à Chan-woo que si quelque chose lui arrive, il devrait absolument y aller. On dit qu'une barrière a été érigée près de la tombe, et que ceux qui veulent tuer ne peuvent pas y entrer. Chang-woo agite nonchalamment la main et assure à la fille qu'il ira bien. Il lui serre la main et dit qu'il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Tout ira bien. Si seulement il savait à quel point il avait tort. Il y avait de quoi s'inquiéter. Maintenant, il court pour sauver sa vie. Et des méchants en peau de loup le poursuivent. Ils exigent qu'il arrête. Chang-woo ne pense même pas à s'arrêter. Il prend de la vitesse. Et il dérape en tournant. Il ne comprend pas comment ils ont pu deviner, parce que tout ressemblait à la réalité. Les clients étaient en colère qu'un tel idiot les méprise. Eux, les représentants de l'ordre démoniaque, et les traitent comme des idiots. Ils ont promis de le mettre en pièces et ont pourchassé le gars. Bien qu'il leur ait crié qu'il n'en savait rien, ils ne l'ont toujours pas cru. Ils ne se souciaient pas de ses excuses. Ils voulaient se venger. Chang-woo s'approchait de la porte, derrière laquelle se trouvait une tombe d'épée. Les poursuivants étaient déjà derrière lui et juraient très fort. D'un seul bond, Chang-woo parcourut la distance jusqu'à la porte et sauta par-dessus le seuil. Il tomba à terre et regarda où étaient ses ennemis. Ils étaient déjà près de la porte et étaient triomphants du fait que le gars avait été attrapé et n'avait nulle part où aller. Mais le premier des assaillants a été repoussé. Un mur invisible apparut sur son chemin, contre lequel il s'écrasa aussi vite qu'il le put. Chang-woo n'en croyait pas ses yeux, mais il n'a pas réfléchi longtemps et s'est enfui de l'entrée. Ceux ennemis ne pouvaient pas passer et se contentèrent de crier des menaces, impuissants. Chang-woo passa devant un grand nombre d'épées et pensa que la légende s'avérait vraie. La barrière existait réellement. Il vit une très belle épée et essaya de la retirer, mais il échoua. Très probablement, il devrait rester ici jusqu'à ce que ses poursuivants abandonnent et partent. Soudain, il entendit les pas rapides de quelqu'un et se retourna pour voir qui courait. Quelques personnages armés de sabres l'attaquèrent si vite qu'il n'eut pas le temps de les voir. Chang-woo a saisi un couteau de sa ceinture et a repoussé l'attaque. Il vit qu'il ne s'agissait pas de personnes, mais de marionnettes. Cependant, ils étaient armés et leurs intentions étaient très sérieuses. Chang-woo a coupé la main avec l'épée d'une poupée. Il n'avait pas l'intention de mourir ici et maintenant. Les poupées ont continué à attaquer le gars. Elles étaient trop nombreuses. Et Chan-woo a décidé qu'il devait se débarrasser de celui qui les contrôlait. Il regarda vers la porte et vit que les gens de l'ordre démon étaient enveloppés d'une lueur rouge. L'un d'eux tenait dans ses mains une tablette avec des inscriptions et lisait clairement des sorts. Et le second exigeait que tout soit fait correctement, sinon leur idée échouerait. Lui-même ne voulait pas appeler les poupées, car cette activité est indigne d'un vrai homme. La situation de Chang-woo est devenue de plus en plus grave. Les marionnettes ont attaqué, mais il n'a pas pu sortir pour affronter le marionnettiste. Cela ne finira jamais à moins que quelque chose ne soit fait, et éventuellement les poupées le tueront. Un coup particulièrement violent a brisé son couteau. Il semblait que tout était fini. Dans un accès de désespoir, Chang-woo s'éloigna de la poupée qui le poursuivait. Et il vit une épée dans un fourreau à côté de lui. Il courut vers cette épée et la regarda avec désespoir. 3 poupées étaient déjà derrière lui. Le gars n'avait nulle part où aller. Il a prié pour pouvoir retirer l'épée du sol et l'a attrapée par la poignée. Le gars a fait de son mieux pour sortir l'arme dont il avait besoin. L'épée commença lentement à céder aux efforts de Chang-woo et le sabre de la poupée était déjà suspendu au-dessus de la tête du gars. Il ne restait plus de temps pour les secours. L'épée sauta soudainement du sol et Chang-woo la sortit de son fourreau pour bloquer le coup de la poupée.
D'étranges inscriptions défilèrent devant ses yeux, mais malgré cela, il réussit à bloquer le sabre qui volait sur lui. Il balança son épée, et les marionnettes perdirent leurs bras et leurs jambes sous ses coups. Quelques minutes plus tard, toutes les poupées étaient brisées et gisèrent par terre. Le sorcier cracha soudain du sang, et il tomba à terre, serrant dans sa main le signe désormais inutile. Son partenaire ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il ne résista pas longtemps. Le coup d'épée le frappa. Chang-Woo sortit par la porte, tenant une épée à la main. Il se tenait la tête et ne comprenait pas ce qui se passait. Des images de bataille et d'étranges inscriptions apparurent sous ses yeux. Et il ne pouvait pas chasser ces visions. Les guerriers de l'ordre démoniaque coururent vers lui, voulant le tuer. Il se jeta sur eux avec son épée. Il avait un terrible mal de tête. Il a vu une jeune fille mortellement blessée. Il l'a reconnue comme son ami Ho-Bin. Chang-Woo se tenait seul sur la montagne. Les corps de ses poursuivants gisaient autour de lui. Il ne comprenait pas comment il pourrait y faire face. Terrifié à l'idée que Hyo-Bin ait pu être blessé, il a couru chez lui. Il a conjuré le destin pour que tout aille bien pour Ho-Bin, et ce n'était qu'une vision. Chang-Woo a fait irruption dans les rues de la ville, écartant tout le monde sur son passage. Les gens lui crièrent de faire attention. Mais le gars n'entendait rien. Cela ne sert à rien qu'il lui fasse obstacle lorsqu'il a des affaires urgentes à régler. Il pensa que cela valait peut-être la peine de s'occuper des passants qui le dérangeaient, et sa main se dirigea vers l'épée. Mais le manche de l'épée s'est soudainement avéré tranchant et lui a blessé la main. Chang-Woo pensait qu'il n'avait pas le temps de s'occuper des passants. Ho-Bin nourrissait tranquillement les oiseaux dans son jardin chez lui. Elle entendit quelqu'un l'appeler bruyamment. Chang-Woo a franchi les portes de sa maison avec un cri terrible. La jeune fille fut très surprise. Lorsqu'elle vit qui était venu vers elle, il fut heureux que son amie soit revenue saine et sauve. Chang-Woo a remercié Dieu que Ho-Bin soit vivant. La jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Quelque chose est arrivé? Son regard tomba sur l'épée que Chang-Woo possédait. Elle l'a invité à venir vers elle et à tout lui raconter. Chang-Woo a raconté à la fille ce qui s'était passé sur Heavenly Mountain. Il a été tellement choqué par ce qu'il a vu qu'il s'est immédiatement précipité à la recherche de Ho-Bin pour s'assurer que tout allait bien pour elle. Il sait que tout cela ne sert à rien et que personne ne le croira, mais il est heureux que Ho-Bin soit en vie. La fille a répondu qu'elle le croyait juste. Chan-Woo a dit sévèrement que la fille aurait du mal dans la vie si elle croyait tout ce qu'on lui disait. La fille a été surprise. Le gars lui a-t-il menti? Il n'a pas menti, tout était vrai, mais c'est difficile à croire. La jeune fille demanda à voir l'épée et la saisit. Chang-Woo retira brusquement l'épée et dit que Ho-Bin ne devrait pas le toucher. Elle s'est excusée d'avoir été impolie et curieuse, mais le gars a dit que cette épée était très dangereuse. Ho-Bin n'y croyait pas. Il ne se pouvait pas que cette épée soit dangereuse. Chang-Woo lui montra sa main blessée. L'épée l'a fait. Ho-Bin a demandé « Est-ce que cela s'est produit lorsqu'il a tué ses ennemis sur la montagne céleste ?» Chang-Woo a balbutié et a dit que non. Tout allait bien alors. Cela s'est produit lorsqu'il voulait se débarrasser des passants ordinaires qui le dérangeaient. Mais il avait honte, et il ne l'a pas dit à la fille. La jeune fille réalisa que son ami ne lui disait rien, et lui conseilla de ne pas avoir peur de sortir à nouveau l'épée de son fourreau. Chang-Woo a dit à la fille de rester à l'écart, juste au cas où, et il a soigneusement tiré sa main vers l'épée. Il se souvenait de la façon dont il l'avait blessée. À sa grande surprise, il sortit calmement l'épée de son fourreau. Ho-Bin était sûre que rien de grave n'arriverait, et elle était heureuse que son ami en soit également convaincu. Cette épée est la malédiction des imbéciles, une épée sacrée. Il ressemble à son propriétaire. Chang-Woo a demandé si elle parlait de l'homme qui a laissé son épée sur la montagne céleste. Ho-Bin a répondu que oui, mais très bientôt cette épée appartiendra à Chan-Woo. Le gars a aimé ça. La jeune fille a exprimé l'espoir que l'épée ne changerait pas avec le nouveau propriétaire. Cette épée est l'une des plus nobles, et elle aimerait vraiment qu'elle continue à être utilisée à des fins nobles. Ho-Bin parlait comme si elle connaissait l'ancien propriétaire de l'épée. C'était comme ça, ancien porteur de l'épée, seigneur des cieux, sage de la forêt de l'Est. L'un des 4 empereurs de Baekjeong. Ho-Bin a rappelé qu'il protégeait les paysans des fonctionnaires corrompus et qu'il n'hésitait pas à affronter le danger pour le bien d'une juste cause. Elle n'a pas demandé à Chang-Woo d'être un héros. C'est juste que notre monde ne laisse pas les gens puissants tranquilles. Maintenant, la vie du gars va changer, prendre une direction inattendue. Et la jeune fille espère qu'il suivra le droit chemin. Chan-Woo sera-t-il capable d'accepter tout cela? Chan-Woo écoutait son ami avec surprise. Il jeta l'épée aux pieds de la jeune fille et lui dit que, bien sûr, il ne pouvait pas être comme elle l'imaginait. Ne sait-elle pas qui il est? Il s'agit de Chang-Woo lui-même, membre du clan de l'ours noir. Le chemin des ténèbres, du chaos, un groupe maléfique qui détruit tout sur son passage. Voilà ce qu'est le clan de l'ours noir. Comment peut-on commencer une toute nouvelle vie avec un tel bagage derrière soi?
Il a montré sa main à la fille et a dit qu'il se souvenait de comment cela s'était passé. Il était sur le point de massacrer les gens qui se dressaient sur son chemin alors qu'il courait vers Huo Bin. Que serait-il arrivé si l'épée ne l'avait pas arrêté? C'est dire à quel point il est une mauvaise personne. Qu'est-ce que Huo Bin a vu en lui? La fille a regardé le gars et a seulement dit qu'il avait des yeux incroyables. Ils ressemblent aux yeux de Baekjong, tout aussi purs et remplis de volonté. Elle parlait de lui comme si elle le connaissait très bien. Mais Chang-woo savait que beaucoup de temps s'était écoulé depuis la mort de Baekjong. Et la fille n'est pas beaucoup plus âgée que Chan-woo. Ho-bin s'est couvert le visage avec ses mains et a admis qu'elle était beaucoup plus âgée. Elle a vu de nombreux regards au fil des années et demande au gars de la croire. Chan-woo a cru la fille, et cela l'a agréablement surprise. Il a aussi traversé beaucoup de choses. Un gamin qui a appris à voler avant de pouvoir travailler. Et il a lancé un couteau sur les gens à l'âge où ses pères étaient assis devant leur manuel. Par conséquent, lui et une vie juste ne vont pas ensemble. Ho-bin a objecté que Chang-woo n'était pas assez fort mentalement à l'époque. Maintenant, tout est différent et s'il était sur la mauvaise voie, il a désormais la force de se corriger. Chang-woo a rappelé à Ho-bin qu'il voulait utiliser l'épée sur les passants ordinaires qui le dérangeaient. La fille a demandé s'il pouvait se balancer sur les gens. Elle a proposé d'essayer et a sorti exactement la même épée. Elle a jeté son épée à Chan-woo, il l'a attrapé. Et avant qu'il ne comprenne quoi que ce soit, Ho-bin l'attaqua avec son épée. Il parvint à peine à esquiver le coup. Et il a commencé à fuir la fille. Ho-bin le poursuivit avec un désir évident de s'engager dans la bataille. Elle était rapide et forte, et Chang-woo a dû dégainer son épée pour retenir l'attaque. L'habileté de la jeune fille était incroyable, et Chan-woo n'eut pas le temps d'esquiver les coups. Ses intentions semblaient très sérieuses. Une attaque après l'autre, sans interruption. Chang-woo fut finalement capable de sortir l'épée de son fourreau. Lorsqu'il l'a retirée, l'épée lui a coupé le cou. Il s'échappa de ses mains et traversa les airs avec l'épée de la jeune fille. Les deux opposants sont restés désarmés. Mais cela n'a pas arrêté Ho-bin. Elle a attaqué Chang-woo avec son poing, et elle lui attrapa le cou. Il s'est libéré de son emprise et a jeté la jeune fille au sol. Ho-bin gisait sur le sol, Chang-woo leva la main et invoqua son épée. L'épée vola immédiatement dans sa main. Le gars a levé la main avec une épée au-dessus de la fille. La lame tranchante était sur le point de frapper Ho-bin. Couché. De toutes ses forces, Chang-woo frappa. Son épée s'enfonça dans le sol à quelques centimètres du visage souriant de Ho-bin. Chan-woo se pencha sur la fille, respirant fortement. Il ne comprenait pas pourquoi elle cachait de telles compétences, pourquoi elle avait essayé de le tuer, et pourquoi elle était si calme maintenant. Il avait beaucoup de questions. La première chose qu'il a demandé était pourquoi avait-elle fait cela. Ho-bin a répondu qu'elle avait essayé de le tuer, mais il a seulement demandé pourquoi. Elle avait raison, il peut passer du mauvais chemin au droit chemin. Chang-woo a répondu que tout cela était ridicule. Il aurait pu la tuer. Pourquoi a-t-elle pris un tel risque? La fille a répondu cela parce qu'elle croit en lui. Chan-woo s'est rendu compte que la fille avait gagné et qu'il essaierait de vivre dans la droiture. Seulement, il ne sait pas comment faire. Laissez Ho-bin rester avec lui et lui apprendre tout ce qu'elle sait. Ho-bin voulait répondre quelque chose au gars, mais elle fut interrompue par un oiseau qui vola vers la fenêtre. Elle a laissé tomber une étrange lettre. Ho-bin a attrapé la lettre avec sa main. J'ai vu que c'était le cas et j'ai eu très peur. Elle est devenue très sérieuse. Et Chang-woo a répondu qu'elle ne pouvait pas rester, qu'elle avait des choses à régler. La situation pourrait empirer. Chang-woo doit donc quitter la ville le plus rapidement possible. Chan-woo a dit qu'il aiderait la fille pour tout. Elle a répondu que ce n'était pas l'endroit où son aide était nécessaire. Après quoi, elle a sauté par la fenêtre, sans prêter attention aux cris du gars. Elle pensait avec tristesse qu'elle ne pouvait pas le perdre, tout comme elle avait déjà perdu une personne qui lui était chère. Chang-woo n'a pas compris ce que Ho-bin voulait dire lorsqu'elle a dit que ce n'était pas l'endroit où son aide était nécessaire. Le seul qu'il veut aider est Ho-bin. Il s'approcha de son épée, la prit par la poignée et demanda « Puisqu'il veut devenir ce dont Ho-bin a besoin, que doit-il faire ?» Son visage se reflétait dans la lame. Haegwon, le maître du clan de l'ours noir, était assis à la maison. Lorsque Chang-woo est apparu à sa porte, le maître a dit que comme il n'y avait eu aucune nouvelle de ce type depuis longtemps, il pensait que tout était fini pour lui. Mais maintenant, il y a une raison de faire la fête et nous devons boire. Laissez Chang-woo parler de ses aventures. Mais Chang-woo a pointé son épée sur lui, et il a dit qu'il allait diriger le clan de l'ours noir. Le chef du clan a décidé que Chang-woo était soit ivre, soit fou. Chang-woo a continué à le menacer avec son épée. Ensuite, Haegwon a décidé de donner une bonne leçon à l'homme impudent et l'a sévèrement battu. Chang-woo a simplement esquivé le coup, bloqué le bras de Haegwon, je l'ai balancé, et il frappa le patron à la mâchoire avec le pommeau de son épée. Puis il a continué à frapper. Haegwon ne comprenait pas ce qui était arrivé à son subordonné, et cela lui faisait peur. Chang-woo a coupé les tapisseries d'ours accrochées au mur. Il allait apprivoiser l'ours,
et créer sa propre troupe. Et pour ce faire, il lui fallait d'abord éliminer le leader. Il a arraché du mur une photo d'ours. Haegwon ne savait pas comment réagir à cela. Il a attaqué Jang-woo. Haegwon ne pouvait pas lui permettre de s'éliminer. Il a décidé de se battre jusqu'au bout. Après un certain temps, les soldats du clan de l'ours noir ont mené une bataille sanglante dans la forêt. Une charrette chargée de marchandises se trouvait dans une clairière, et le chauffeur regardait la bataille. Haegwon venait de s'occuper des assaillants. Chang-woo a demandé au chauffeur ce qu'il pensait de tout, et il a répondu que tout était très bien, qu'il s'était parfaitement occupé des voleurs et qu'il recommanderait le clan à ses collègues. Le nouveau clan de l'ours noir, une escouade de mercenaires, mérite le respect. Haegwon a annoncé qu'ils avaient recapturé tous les voleurs. 10 jours plus tard, le clan de l'ours noir arriva dans la ville. Les habitants ont accueilli les soldats avec joie. À la taverne Chanwoo, ils ont rapporté que certaines personnes ne leur font toujours pas confiance, mais l'ambiance dans la ville est déjà complètement différente, même si très peu de temps s'est écoulé. Haegwon a déclaré que lorsqu'ils formèrent l'ancien clan, ils essayaient d'éviter les affrontements entre clans voisins et voyous. Mais maintenant, les gens sont très disposés à payer des cotisations. Yoon Sao, membre de l'équipe, a déclaré qu'elle avait été très surprise lorsque l'ancien patron et Chang-woo ont détruit le quartier général. Mais tout s'est bien passé. Haegwon doit admettre que le nouveau patron est meilleur que lui. Il n'y a rien de mal à vivre dans la droiture. Chang-woo était reconnaissant envers ses camarades d'avoir accepté de le suivre si rapidement. Ils ont accru leur influence et devront désormais protéger davantage de personnes. À ce moment-là, quelqu'un à proximité a poussé durement la serveuse. Elle est tombée et ils lui ont crié qu'elle n'avait pas apporté la commande, mais qu'elle demandait à être payée pour cela. La jeune fille a dit que les invités avaient tout mangé et les invités ont crié que la nourriture et les boissons étaient mauvaises. L'un de ceux qui étaient assis à table a commencé à frapper la serveuse et a crié que c'était de sa faute et qu'elle devrait payer. Il a commencé à menacer de couper le visage de la jeune fille avec un couteau. C'étaient les gens du clan du serpent bleu et il détestait ceux qui travaillaient pour le clan de l'ours noir. Mais l'agresseur ne pouvait rien faire à la jeune fille. Chang-woo se tenait sur son chemin avec une épée à la main. Il a coupé la main du scélérat avec laquelle il avait battu la jeune fille. Il hurla de douleur et son partenaire commença à sortir son épée de son fourreau. Ils ont tous deux entendu dire que le clan de l'ours noir s'était effondré. Alors ils ont agi avec audace. Haegwon ne s'est pas non plus tenu à l'écart et a rejoint la bataille. Il conseilla aux insolents de se taire. Une bagarre éclata. Les gens sortaient en courant de la taverne pour éviter d'avoir des ennuis. Haegwon a sauté et a donné un coup de pied à l'attaquant. Il commença à tomber, mais ne lâcha pas l'épée. Chang-woo est entré dans le combat et a de nouveau frappé l'attaquant. L'épée s'envola de ses mains. Haegwon a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide. Ce à quoi Chang-woo a répondu qu'il devait sortir et se battre. L'auberge était maintenant détruite. Bien entendu, les perdants paieront les dégâts. Mais de nouveaux guerriers du clan du serpent bleu apparurent sur les lieux du combat. Haegwon devinait qu'il pensait que ce territoire n'appartenait à personne. Les clans voisins ont des espions partout. Et une rumeur s'est répandue selon laquelle le clan de l'ours noir s'était désintégré et toutes sortes de voyous ont commencé à se comporter avec arrogance. Chang-woo s'est rendu compte qu'il n'était considéré comme personne et que le moment était venu de montrer qui il était. Il s'est battu avec 2 adversaires. Il a demandé à Haegwon quelle était la distance entre ici et l'endroit où se trouvait le quartier général du Blue Snake Clan. Il m'a répondu que c'était à 1 heure de marche. Chang-woo a décidé qu'ils allaient là-bas, dans l'antre du clan du serpent bleu. Les soldats du clan de l'ours noir naviguaient sur des bateaux vers une petite forteresse dans les montagnes. Ils gardèrent un silence complet. En silence, ils débarquèrent sur le rivage, ils enlevèrent les gardes et sortirent dans la cour de la forteresse du clan du serpent bleu. Chang-woo a grimpé sur un gros rocher avec un pétard à la main. Il a allumé la mèche et une explosion a été entendue au-dessus des combattants, et un éclair de lumière a illuminé les combattants. Chang-woo regarda pensivement la bataille qui faisait rage en dessous. Il pensait que le clan du serpent bleu avait toujours été silencieux. Qu'est-ce qui avait changé maintenant? Après que tout ait été fini, que le quartier général du clan du serpent bleu ait été détruit, et que les soldats du clan de l'ours noir soient partis, Woo Bin est tombée en cendres. Elle avait besoin de découvrir s'il restait des preuves, et pour entrer dans la maison encore en feu, elle s'est versé un seau d'eau sur elle-même. Quelques minutes plus tard, elle trouva ce qu'elle cherchait. C'était une pièce de monnaie avec une inscription. Avant elle, la même pièce a été trouvée par des soldats du clan de l'ours noir. Ils l'ont montrée à Chang-woo. Le gars ne savait pas ce que c'était, et Haegwon reconnut la pièce. C'est le symbole du clan du hibou blanc. Haegwon pensait que le clan du serpent bleu coopérait avec lui. Yoon Sao savait que les hiboux se spécialisaient dans la recherche de clients et dans la perception d'un pourcentage.
Ils travaillaient loin d'ici. La dernière mission pour laquelle Chang-woo a été envoyé provenait également du clan White Owl. Ce sont eux qui ont ordonné la vente sur Heavenly Mountain. Chan-woo a gardé le pire souvenir de cette aventure. Il se souvient de la façon dont les acheteurs avaient collé du papier noir sur un coffre et l'ont immédiatement reconnu comme un faux. Il s'en est ensuite échappé de justesse. Chang-woo s'est rendu compte que de nombreux papiers noirs avec des inscriptions étranges apparaissaient dans sa vie. Il décida qu'il était temps de mieux connaître les hiboux et envoya 2 soldats enquêter. Forteresse du clan de la Chouette Blanche. Ho-bin essaie de voir par la fenêtre ce qui se passe dans la forteresse depuis le toit. Les soldats découvrent qu'un intrus est entré dans la forteresse et le recherchent. Ho-bin s'assoit sur le toit et réfléchit à ce qu'il va faire ensuite. Les soldats jurent que depuis que quelqu'un a été arrêté et enfermé, il n'y a pas une seconde de paix. Les contrevenants laissent toujours une traînée de poils de chien derrière eux. Ho-bin, alors qu'elle n'est pas vue, saute sur un autre toit. Elle entre dans la bibliothèque et cherche quelque chose sur l'étagère. Elle trouve du papier. Mais à ce moment-là, un homme entre dans la bibliothèque. Ho-bin parvient à peine à se cacher. L'homme s'approche de l'étagère où se cache la jeune fille et commence à ranger les livres. Son nom est le lieutenant Seol, et le messager crie que le capitaine le cherche. Le lieutenant s'en va, et Ho-bin grimpe dans une niche dans le mur. Et il entre dans la pièce d'où on entend les militaires parler. Le lieutenant dit que ce n'est pas encore l'heure, il doit attendre, et le capitaine répond avec irritation qu'il ne peut pas attendre, sinon la lame du chaos l'écrasera. Podae-ak, l'un des 4 anciens de l'ordre démoniaque, le capitaine de la secte du chaos, dit que peu importe où se trouvait le lieutenant Seol, dans le clan de l'ours noir ou du serpent bleu, il perdait toujours. À quoi servent ces projets? Le clan de la Chouette Blanche tombera demain. Sinon, pourquoi le chef demanderait-il au capitaine de garder le lieutenant à proximité? Mais il est très jeune et ne comprend rien. Le lieutenant Seol Yoon du chaos culte écoute silencieusement le discours du capitaine. À ce moment, les gardes crient qu'ils ont attrapé l'intrus. C'est l'un des soldats ours noirs, et Ho-bin se souvient qu'elle a déjà vu un tel uniforme. Le capitaine se souvient que le clan du serpent bleu est tombé aux mains d'un ours noir et que le même sort attend les hiboux blancs s'ils ne libèrent pas l'espion. L'espion confirme que le chef de leur clan est très fort et ne laissera pas son subordonné dans le pétrin. Il dit que le nouveau leader Do Chang-woo est le plus fort. D'un seul coup, le capitaine coupe la tête de l'espion. Le sang éclabousse le lieutenant. C'est clairement désagréable pour lui. Le capitaine dit au lieutenant Seol de faire payer le clan des ours noirs pour les avoir dérangés. Seol dit qu'il n'est pas prudent de se présenter maintenant. Ils n'ont toujours pas trouvé les coupables de ce massacre sur la tombe des épées qui a eu lieu il y a 20 jours. Mais le capitaine l'interrompt en lui mettant une épée sur la tête. Le capitaine dit au lieutenant de se perdre, sinon il se coupera aussi la tête. Le lieutenant promet qu'il élaborera un plan pour attaquer les ours noirs. Le capitaine lui donne 10 jours. Ho-bin écoute attentivement cette conversation. Elle espérait vraiment que Chang-woo ne serait pas impliqué dans cette confrontation, mais ses espoirs ne se sont pas réalisés. Au sein du clan de l'ours noir, Chang-woo dit à Yoon Sao qu'il doit résoudre les problèmes en dehors de la ville et a décidé de laisser Yoon aux commandes. Yoon ne croit pas qu'il sera le sous-patron. Chang-woo veut recruter les membres restants du Blue Snake Clan. Il a divisé les membres du clan en 2 groupes et ils changeront chaque semaine. Yoon Sao est d'accord et regarde Hyeg-won triomphalement. Les soldats du Black Bear Clan chargent des objets sur un bateau. Ils ont mis les voiles. Finalement, ils rentrent chez eux et sortent sur le quai. Les soldats disent que 5 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont envoyé des espions, mais ils sont toujours sans nouvelles. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Hyeg-won demande à Chang-woo pourquoi il est si intéressé par le clan du hibou blanc. Chang-woo répond pensivement qu'ils savent peut-être. Leur conversation est interrompue par un soldat qui accourut au quai pour rencontrer le patron. Et il dit que Jong et Bong ont disparu. Ils étaient déjà partis, mais 3 jours s'étaient déjà écoulés. Et la serveuse qu'ils ont secourue a déclaré que récemment, le nombre de passants qui posent des questions sur leur clan a augmenté. Et elle avait un mauvais pressentiment à propos de Jong et Bong. Chang-woo ordonne de retrouver les gars disparus et d'augmenter le nombre d'unités de patrouille. Quelqu'un regarde Chang-woo derrière le mur. Le mec sent le regard, se retourne mais ne voit pas qui le regarde. Les soldats du clan de l'ours noir s'entraînaient. Chang-woo leur a dit que s'ils ne coordonnaient pas leurs actions, ils pourraient nuire à leurs camarades. L'un des soldats a demandé comment le nouveau patron savait tout cela. Comment se battre? Ils ne le croiraient pas si Chang-woo leur disait que cette connaissance surgissait dans sa tête. Il a simplement dit qu'il avait lu des romans d'arts martiaux. Les soldats du clan de l'ours noir et du serpent bleu se sont entraînés ensemble. Ils étaient tous désormais membres de la même escouade de mercenaires. Un commerçant dans la rue leur a demandé comment ils allaient et pourquoi ils s'entraînaient si intensément. Le soldat a répondu que leur chef préparait quelque chose et que plusieurs de leurs hommes avaient redisparu.
Le commerçant a exprimé l'espoir que tout irait bien. Une pluie rafraîchissante commença à tomber. Les soldats aimèrent se tenir dessous après l'entraînement. Chang Wu a demandé avec indignation à ses subordonnés qui avaient récemment disparu. Où étaient-ils? L'un des soldats a rapporté qu'il marchait sur la montagne et que son partenaire est tombé de la falaise. Son partenaire a crié qu'il était blessé. Les soldats rapportèrent que des monstres portant des peaux de loup se promenèrent dans les montagnes. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Chang Wu a exigé que les soldats lui racontent tout ce qu'ils avaient vu. Après quoi, toute l'équipe est allée dans la forêt pour vérifier, et le soldat a attiré l'attention de Chan Wu sur le fait qu'il y avait quelque chose ici. Ils sont tombés sur le camp de quelqu'un. Peut-être qu'ils étaient des chasseurs, mais sont-ils partis maintenant? Chang Wu a vu un signe étrange avec une inscription sur l'arbre. Il a déjà vu ça. Alors il a crié à tout le monde de se baisser et de sortir rapidement d'ici. Mais un soldat n'a pas eu le temps de se baisser et a été immédiatement tué. Le groupe a vu avec horreur comment d'immenses arbres ont été coupés et sont tombés au sol. Les gens en peau de loup regrettaient bruyamment de n'avoir qu'un seul signe et de ne pas avoir le temps de terminer ce qu'ils allaient faire. Chang Wu attrapa son couteau et ordonna aux soldats de se préparer au combat. Il leur a conseillé de se souvenir de tout ce qu'ils avaient appris lors de la formation. L'un des adversaires a attaqué Chang Wu. Le gars a adroitement paré le coup avec son couteau. Il n'a pas dégainé son épée. Le guerrier a noté que Chan Wu avait une bonne épée, et il a demandé quand le gars allait l'utiliser. Chang Wu se demandait également quand il pourrait utiliser l'épée. Quel est le problème? Cette épée a tué 16 attaquants sur la montagne céleste. L'ennemi a demandé combien de temps devrait-il attendre que Chang Wu dégaine son épée. Il n'a pas attendu plus longtemps, et a attaqué Chang Wu. Chang Wu a bloqué le coup avec son épée au fourreau. Mais l'épée s'est facilement laissée sortir de son fourreau, et Chang Wu a frappé l'attaquant. Les soldats ne pouvaient pas croire que leur patron était un tel artiste martial. À ce moment-là, Chang Wu s'est approché d'eux et leur a demandé si tout était en sécurité. Les soldats lui ont demandé comment il avait vaincu ses adversaires. Mais Chang Wu a répondu qu'il le lui dirait plus tard, et a ordonné de lui apporter tous les objets qui semblèrent suspects. Il avait le mauvais pressentiment que quelque chose de grave s'était produit dans la ville. En ville, Bong, avec une jambe cassée, a attaqué un marchand et d'autres soldats l'ont défendu. Bong a dit qu'il en avait assez de jouer à des jeux où ils étaient gentils. L'un des habitants de la ville a rétorqué que la véritable nature des bandits ressortirait toujours. Bong rit et balança son épée vers l'homme. Il allait le tuer. Mais le coup est tombé sur son ami, qui a pris la défense de l'homme. Bong lui a crié de rester en dehors de son chemin. Chan Wu a crié à Bong de s'arrêter et de s'excuser immédiatement. Bong a crié « Que se passera-t-il s'il ne veut pas faire ça ?» Sans trop de mots, Chang Wu le frappa avec son épée. Le bang est tombé. Chang Wu a dit aux autres de tout nettoyer dans la rue. L'un des habitants a déclaré qu'il ne pouvait pas faire confiance aux soldats. Comment les gens peuvent-ils se sentir en sécurité si une telle chose pouvait se reproduire? Il s'est tourné vers d'autres personnes et a dit que ces bandits n'étaient pas dignes de confiance. La silhouette enveloppée de quelqu'un a soudainement pris la parole et a déclaré que les soldats pourraient être mieux contrôlés. Cet homme se tenait à côté d'un cheval qui portait une charge. L'homme a retiré la couverture de la charge et tout le monde vit que le cheval portait le cadavre de Bong. L'homme a déclaré que les soldats n'avaient même pas réalisé qu'un de leurs camarades avait été remplacé. Et Bong est mort depuis longtemps. Chan Wu se tourna pour regarder le faux Bong. Il a tendu la main et a arraché le masque de l'homme. Chang Wu lui-même et tout le monde ne comprenaient pas comment cela pouvait arriver. À l'intérieur du masque, Chang Wu a trouvé un nouveau panneau avec une inscription. Obin a enlevé sa tenue de camouflage et a parlé à Chang Wu. Que quelque temps s'était écoulé depuis leur rencontre et qu'elle aimerait serrer la main du gars. Forteresse du clan de la Chouette Blanche. Le capitaine Podéac dit avec colère que tous les membres de la Chaos Secte envoyés en mission ont été tués. Que leur est-il arrivé? Le lieutenant Séol répond que 2 sont tués et que les autres vont bien, et qu'une femme a rejoint le clan des ours noirs et les aide. Le capitaine dit qu'il n'est pas prudent de se révéler pour le moment. Et il se demande pourquoi il a permis au lieutenant de commander et pourquoi le chef s'intéresse tant à ce lieutenant. Peut-être que le leader vieillit. Le lieutenant dit qu'il a un autre plan et qu'après cela, ils pourront arrêter de porter le méchant uniforme du clan du hibou blanc. Il continue qu'ils n'ont pas encore trouvé celui qui a tué leur peuple sur la montagne Nesnaya et qu'ils doivent avant tout se concentrer sur cela. Le capitaine répond que ce n'est pas une question si importante, et il pense qu'il vieillit aussi, comme son chef. Il se tourne vers la fille qui est assise derrière lui et lui dit que le clan du hibou blanc punira les mercenaires ours noirs. Dans le clan de l'ours noir, les soldats ont découvert le hibou de poste du clan du hibou blanc et veulent lui tirer dessus. La note que porte la chouette est cryptée et le code doit être résolu. L'un des soldats a brisé le code et a signalé à Chang Wu et Hobin que l'embuscade aurait lieu entre 9h et 11h,
Ce soir, Ho-bin dit qu'ils doivent se préparer. Leur cible est très probablement Chan-woo, mais de nombreux soldats ne peuvent pas être libérés avec lui. Ils doivent garder la ville. Chang-woo a convoqué tous les commandants de groupe pour une réunion. Les soldats ont tous suivi l'exemple de leur commandant et se sont entraînés avec diligence. Mais leurs compétences ne sont pas encore pleinement développées et ils sont loin derrière leurs ennemis en termes de préparation. Cependant, ils doivent tous être dans la ville et la protéger. Certains soldats sont allés dans la forêt et y ont tendu des pièges à l'ennemi. Dans la soirée, Chang-woo a vu une fusée éclairante et s'est rendu compte que tous les préparatifs pour la bataille étaient terminés. L'ancien chef du clan Haegwon a déclaré qu'il ne permettrait pas que le siège du clan soit à nouveau détruit. Il l'a construit personnellement et n'a pas l'intention de le reconstruire. Ho-bin, lui, a suggéré de rester en ville. Ce à quoi Haegwon a répondu pourquoi la fille ne devrait-elle pas rentrer chez elle pour se protéger. Il ne sait pas à quel point elle est forte. Ils se sont disputés jusqu'à ce que Chang-woo vienne et exige qu'ils se taisent tous les deux. Chang-woo a dit que vous ne devriez pas gaspiller votre énergie dans des querelles. Cela sera nécessaire lorsque l'ennemi attaquera. À ce moment, une explosion se fait entendre dans la forêt et une autre fusée éclairante décolle. Les explosions se sont répétées. Chang-woo s'est rendu compte que l'attaque ennemie ne se déroulait pas là où il s'attendait. Un guerrier en peau de loup a franchi la clôture et s'est dirigé vers Chang-woo et compagnie. C'était le capitaine Po Dae-hak qui a été surpris d'attendre ici un fort détachement, mais a vu 3 idiots. Le trio de combattants s'est préparé au combat et Ho-bin a averti Chang-woo de faire attention. Le capitaine est très dangereux. Le capitaine a indiqué qu'il donnerait une leçon à la jeune fille plus tard, à son retour ici. Chang-woo a répondu qu'il ne reviendrait nulle part, il mourrait ici. Le capitaine a déclaré qu'il s'en occuperait avant que ses hommes aient fini de nettoyer la ville. Chang-woo a demandé à Ho-bin de courir vers la ville, car ici, ils régleront le problème eux-mêmes, mais les gars de la ville ne pourront pas résister longtemps. Il ne faut pas laisser des habitants innocents souffrir. Ho-bin était d'accord avec Chang-woo. Elle promit de revenir bientôt et courut vers la ville. Le capitaine a crié que la jeune femme ne courait pas loin et s'est précipité après elle. Chang-woo lui a bloqué le chemin et a attaqué le capitaine. Leurs épées se croisèrent, et le capitaine se dit surpris par l'habileté du gars. Auparavant, le clan de l'ours noir n'était pas capable de se battre. Chang-woo et Haegwon ont attaqué le capitaine de différents côtés, mais il a esquivé et paré les coups. Il a réussi à blesser Haegwon à la poitrine avec son épée. Haegwon a reculé après l'impact et s'est écrasé contre une clôture. Le capitaine courut vers lui pour lui porter le coup final. Chang-woo a sorti son épée et a crié qu'il n'était plus le même clan d'ours noirs. Le capitaine Po Dae-hak balança son épée au-dessus de la tête de Haegwon. Il n'avait nulle part où aller, mais son épée transperça le sol. Chang-woo a attrapé Haegwon et l'a jeté de côté. Le capitaine n'était pas contrarié par cela, il était sûr qu'il s'occuperait de ces deux-là. Aucun d'eux ne vivrait assez demain. Haegwon a demandé à son patron d'arrêter le capitaine avant qu'il ne détruise tout leur quartier général. Chang-woo s'appuya sur son épée et réfléchit longuement. Il n'arrêtait pas de voir des choses étranges dans sa tête. C'est parce qu'il se bat avec ce type où il n'eut pas le temps de terminer sa réflexion lorsque le capitaine arriva et dit que si Chang-woo voulait le vaincre avec cette épée, alors il se trompait lourdement. Chan-woo pensait que cette épée portait probablement tous les problèmes qu'il avait en tête et a attaqué le capitaine. Au début, il pensait que son peuple avait été tué par une fille, mais maintenant il a changé d'avis. Cette personne aurait pu être Chang-woo. Le capitaine a fait tomber l'épée des mains de Chang-woo et a demandé directement « Est-ce Chang-woo qui a tué son peuple ?» Chang-woo a survolé son adversaire et a atterri près de l'épée. Il saisit l'épée et la leva bien au-dessus de sa tête. Le gars a dit que maintenant il était prêt à se battre. Son humeur s'est clairement améliorée. Le capitaine ne comprenait pas pourquoi un tel changement se produisait chez son adversaire. Chang-woo réalisa que l'épée n'était pas la seule chose qu'il avait reçue de la tombe des épées. Il a attaqué le capitaine. Il sentait qu'il avait acquis des compétences de combat et qu'il pouvait même résister à un artiste martial. Le capitaine a frappé, mais Chang-woo l'a bloqué avec son couteau. Chang-woo a reçu tous les souvenirs de Seo Baek-jong, l'ancien propriétaire de l'épée. Ses mouvements étaient donc rapides et il a poignardé le capitaine. Baek-jong pouvait utiliser tous les types d'armes, mais il était meilleur avec l'épée. Chang-woo ne savait pas pourquoi Baek-jong avait enterré son épée. Dans ses souvenirs, Baek-jong portait toujours l'épée avec lui et ne s'en séparait pas. Chang-woo pensait que même maintenant, l'épée l'absorbait lorsqu'il la tenait par le manche. Chang-woo réalisa que cette épée était sacrée. Le capitaine était blessé et cela ne lui rentrait pas dans la tête. Il était impossible qu'un combattant inexpérimenté puisse blesser le maître le plus fort. Il ne pouvait pas combattre ce type.
Il avait à peine repoussé le couteau qui volait sur lui. Du sang jaillit d'une nouvelle blessure sur la poitrine du capitaine, mais il réussit à faire tomber l'épée des mains de Chang-Woo. Sans hésitation, il attrapa la lance qui gisait au sol. Je me suis appuyé sur lui, et d'un coup de pied, il lança l'épée qui tombait. Qui a poignardé le capitaine Po Dae-ak? Le capitaine est tombé au sol. Il semblait que tout était fini. Le corps du capitaine était immobile. Chang-Woo devait fuir rapidement vers la ville pour aider ses défenseurs. Il ne vit pas le capitaine se lever derrière lui. Hyeg-won a crié pour avertir le gars de se retourner. Sous le masque de loup, les yeux du capitaine Po Dae-ak s'illuminèrent d'un feu rouge. Il y a eu une bataille dans la ville entre l'ours noir et les soldats du hibou blanc. Hwoo-bin combattait au centre même. Les soldats ours noirs ont riposté désespérément, mais les hiboux, qui n'étaient pas de bons combattants auparavant, sont devenus très forts et ont causé de gros dégâts aux défenseurs de la ville. Les hiboux ont toujours été des financiers, car ils ne savaient pas bien se battre. Mais ce n'était pas le moment de réfléchir. Il fallait les repousser. Hwoo-bin a coupé un autre ennemi avec son épée. Elle a réussi à observer la bataille et a vu que les soldats ours noirs utilisaient des combinaisons de combat que seul Chang-Woo pouvait leur apprendre. Ils se battent tous ensemble et tentent des pièges à l'ennemi. L'un des soldats du hibou blanc a attaqué la jeune fille par derrière. Il vit qu'elle avait déjà rengainé l'épée. Hwoo-bin s'est retournée et a pris une position de combat. D'un rapide coup de poing, elle repoussa son adversaire. Et au même instant, elle se retrouva de nouveau au centre du combat. Elle a été attaquée par plusieurs opposants. Son poing délivrait des coups précis et puissants. Elle s'est battue comme une artiste martiale, frappant et donnant des coups de pied à ses adversaires. Aucun des soldats du hibou blanc ne pouvait s'approcher de Hwoo-bin pour la blesser. Elle a donné un coup de pied à un soldat, l'a mis hors de combat, s'est retournée et s'est précipitée sur un autre. Elle lui attrapa la tête et lui tordit le cou. Le champ de bataille était presque vidé de ses attaquants. Hwoo-bin était à moitié convaincue que les soldats ours noirs s'occuperaient du reste par eux-mêmes, et elle devait se dépêcher vers Chang-Woo. Les bruits d'une explosion provenaient de la forêt, ce qui a effrayé la jeune fille. Hwoo-bin a couru vers le site de l'explosion, et y est arrivé très rapidement. Mais il n'y avait personne, à l'exception de Hyeg-won, inconscient, allongé sur le sol. Hwoo-bin a commencé à appeler Chang-Woo. Personne ne lui répondit, et elle commença à réanimer Hyeg-won pour découvrir ce qui s'était passé. Elle a demandé où était Chang-Woo, et s'ils en avaient fini avec Po Dae-ak. Mais Hyeg-won ne pouvait pas dire un mot, mais se contentait de délirer. Un chemin d'arbres tombé indiquait le chemin vers les montagnes. Hwoo-bin y a couru. En chemin, elle se demandait pourquoi le capitaine avait réussi à attirer Chang-Woo hors du camp. Des animaux sauvages coururent vers elle, visiblement effrayés par quelque chose. Hwoo-bin a décidé que la bataille entre le capitaine et Chang-Woo se poursuivait, et elle s'est dépêchée de les retrouver. Un vent fort s'est levé, qui a empêché la jeune fille de bouger rapidement. Une bataille se déroulait au milieu de la forêt. Le capitaine sain et sauf a repoussé les attaques de Chang-Woo et a riposté. Le corps du capitaine était couvert de blessures, mais celles-ci ne l'empêchèrent pas de se battre. Chang-Woo a sauté haut et a essayé de frapper son ennemi. D'en haut, il lui lança sa lance, mais le capitaine l'a repoussé sans le moindre effort. Certains mots mystérieux brillaient en rouge sur le corps du capitaine. Lorsque Hwoo-bin a vu cela, elle a été horrifiée et s'est couverte la bouche avec sa main pour s'empêcher de crier. Le capitaine Po Dae-ak leva la tête et grogna comme un animal sauvage. Les coups d'épée du capitaine étaient si forts qu'il laissait de profondes marques dans le sol. Il n'a pas vu son adversaire. Il a simplement tout détruit sur son passage. Hwoo-bin s'est précipitée pour aider son amie. Elle tenait fermement l'épée dans sa main. Elle a jeté Chang-Woo loin de l'épée et a demandé « Ce qui se passait ?» Le gaz a répondu qu'il ne savait pas. Il pensait avoir tué le capitaine, mais il reprit vie et se transforma en ce monstre. Il est devenu fou et a commencé à détruire tout ce qu'il voyait. Alors Chang-Woo l'a attiré dans le fourré de la forêt depuis le camp. Hwoo-bin a donné à Chang-Woo l'épée, qu'il a laissée au camp. Chang-Woo fut surpris que Hwoo-bin puisse calmement toucher l'épée, et il lui obéit. Mais Chang-Woo a préféré se battre avec un couteau et a couru vers le capitaine. Il sauta haut pour frapper l'ennemi avec plus de précision. Le capitaine se tenait en position de combat, tenant une épée dans ses mains et attendant une attaque. La lance que Chang-Woo lui avait lancée était toujours coincée dans le sol. Chang-Woo a sauté sur le manche de la lance, elle a rebondi. Le gaz a fait un saut périlleux dans les airs et atterrit derrière le capitaine fou. Il saisit le couteau, le capitaine ne vit pas que son adversaire était derrière lui. D'un seul coup, Chang-Woo a porté un coup violent dans le dos du capitaine, coupant l'étrange inscription sur son dos. Le sang jaillit d'une blessure profonde. Le capitaine Po Dae-ak retomba au sol. Le masque de loup vola loin sur le côté. Ses yeux s'éteignirent. Chang-Woo a frappé le corps du capitaine encore et encore. Hwoo-bin a essayé de l'éloigner. Le gars avait peur que le capitaine puisse se relever.
Il espérait vraiment que maintenant le capitaine ne s'en remettrait pas. Finalement, Ho-bin a arrêté le gars d'un geste impérieux et lui a dit que tout était fini. Il lui a demandé si elle en était sûre et elle a confirmé qu'elle en était sûre. Chan-woo s'est réjoui et a décidé que maintenant tout irait bien. Les soldats ours noirs reconstruisèrent leur camp après le pogrom provoqué par le capitaine. Un hibou postal était assis dans une cage et les soldats lisaient une nouvelle lettre. L'un des soldats a dit que tout cela n'était qu'un piège. Récemment, les hiboux ont souvent diffusé de fausses informations afin qu'elles parviennent à l'ennemi. Cette fois, les hiboux envoyèrent une lettre directe au clan des ours noirs. Chan-woo a lu attentivement la lettre et a dit qu'il y irait. Le soldat nous a conseillé de collecter d'abord des informations et d'interroger les prisonniers. Chang-woo a été surpris que quelqu'un ait été capturé. Le soldat était indigné qu'ils soient considérés comme des bandits. Ils firent des prisonniers qui ne furent pas tués sur le champ de bataille. Mais les prisonniers gardèrent le silence, comme s'ils appartenaient à un ordre secret. C'était probablement vrai. Des choses étranges commençaient à se produire de plus en plus souvent à mesure que le clan de l'ours noir devenait plus fort. Chang-woo a finalement décidé d'y aller. Le soldat a dit que cela pourrait être dangereux. Hyeg-won, qui ne s'était pas encore remis de ses blessures, est entré dans la conversation et a déclaré que Chang-woo avait tué le Wonia le plus fort. Il n'y avait donc rien de dangereux pour lui. Chang-woo a dit au soldat d'envoyer une réponse aux hiboux. Il viendra, mais il devra rester quelque part. Le gars a demandé à Ho-bin si elle voulait l'accompagner. Il doit la consulter. La jeune fille accepta. Un homme à l'air sombre se tenait devant des figures de pierre, sous lesquelles se trouvaient des tablettes avec des lettres rouges. Il demanda au domestique quand était le dernier rapport. Il a répondu cela il y a 4 jours. Mais il n'y avait rien d'inhabituel dans les rapports. L'homme a demandé qu'en était-il des lanceurs de sorts qu'ils avaient envoyés là-bas. La réponse fut que les lanceurs de sorts avaient disparu. Cette nouvelle a intrigué et irrité l'homme sombre. Il regarda les vilaines figures de pierre et demanda où se trouvait Gong Mushim. Mais je n'ai pas eu le temps d'obtenir une réponse. Un bruit de talons se fit entendre dans le couloir. Une femme en imperméable se précipitait dans le couloir. Chang-woo et Ho-bin, qui étaient assis sur un cheval, traversèrent la forêt. Chang-woo voulait en savoir plus sur le tombeau des épées, et il espérait que Ho-bin lui dirait tout ce qui l'intéressait. La jeune fille a répondu que personne ne sait tout de cet endroit. Seuls les artistes martiaux connaissèrent bien le tombeau de l'épée, mais beaucoup de choses s'étaient reproduites récemment. À l'origine, il y avait une porte là-bas, et les gens l'appelaient l'entrée du royaume des immortels. Puis un jour, une dalle de pierre sur laquelle est gravée une inscription est apparue devant le portail. Chang-woo a déjà vu cette stèle. Les artistes martiaux y ont laissé leurs épées et tout leur destin, et ceux qui les ont suivis ont tout hérité. Ho-bin pense que ces sont peut-être toutes des légendes, mais il y avait ceux qui croyaient en ces et ces légendes. Chang-woo a demandé qui c'était. La jeune fille a dit que l'un d'eux était Namgun Ochong, le dieu de l'épée. Chang-woo n'avait même jamais entendu parler d'une telle personne. Ho-bin est restée silencieuse avec tact et n'a pas reproché à son amie de ne pas être instruite. Elle a continué à parler de Namgung. Il n'a jamais eu d'élève parce qu'il ne voulait pas transmettre son art martial jusqu'à eux qu'il atteigne la perfection. En fin de compte, il fut mortellement blessé, n'eut pas le temps d'atteindre la perfection, et il laissa donc son épée dans le tombeau des épées, sur la montagne céleste. Puis il a disparu. C'est ce qui arrive à un homme lorsqu'il enterre son épée à cet endroit. Chang-woo n'a pas compris ce que cela signifiait. Il a disparu. Devenu ermite et n'a jamais été revu? Ho-bin a répondu qu'il avait littéralement disparu, a été consumé par la lumière et effacé de ce monde. Tout comme l'ancien propriétaire de l'épée que Chang-woo possède maintenant a disparu. La jeune fille se souvenait des bruits de la bataille fatale et elle se sentait triste. Certains ont qualifié le tombeau des épées de lieu maudit qui dévore les gens. Un garçon a ramassé l'épée de Namgung à l'âge de 16 ans. Avant cela, il était un simple domestique aux écuries. Mais après avoir ramassé l'épée, il est devenu exceptionnellement capable d'arts martiaux. Et 2 ans plus tard, son nom est devenu connu de tous, après avoir tué 10 000 ennemis en luttant contre l'ordre des démons. Il se faisait appeler la réincarnation du dieu de l'épée. Chang-woo pensait que le gars ne souffrait pas de modestie. Après que l'exactitude de l'inscription sur la dalle de pierre ait été établie, de nombreux artistes martiaux ont commencé à y enterrer leurs épées. C'était aussi une tendance de la mode. Chang-woo et Ho-bin arrivèrent à la porte menant à la tombe des épées. Ho-bin a demandé à Chang-woo pourquoi il est venu ici. Il a dit qu'il voulait vérifier quelque chose. Le gars s'est approché de la dalle de pierre et l'a touché avec sa main. Ho-bin ne comprenait pas ce que son ami allait faire. Soudain, il y eut des pas et une femme sortit du portail. Le gars et la fille la regardaient. Une autre silhouette se profilait à la porte. La femme a demandé si le seigneur de l'épée s'était débarrassé des griefs passés. Chang-woo n'a pas compris l'essence de la question. Seigneur de quoi?
La femme a expliqué qu'elle demandait s'il s'était débarrassé de sa rancune contre l'ordre démoniaque. Chang-woo a dit sombrement que la femme n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. À sa réponse, la femme comprit qu'il ne s'était pas débarrassé de lui. C'est de mauvais augure que l'épée revienne, alors que son destin n'a pas été accompli. Par conséquent, la femme a interdit à Chang-woo et Ho-bin d'entrer sur le territoire de la tombe de l'épée, et elle leur a conseillé de rentrer. Ho-bin a demandé à l'inconnue « Qui est-elle » Elle est la gardienne de la maison Sangri qui dirige les lieux. Elle a dit tout. Ce qu'elle avait à dire, maintenant laissez les invités non invités passer leur chemin. Chang-woo a crié qu'il voulait lui poser des questions sur des choses importantes. Il lui cria qu'il avait sorti l'épée de la tombe. Et maintenant, lorsqu'il combat certains ennemis avec cette épée, il a des hallucinations et des maux de tête. Il lui semble que ce n'est pas parce que l'épée est sacrée. Cela a quelque chose à voir avec la tombe des épées. Chang-woo a exigé une réponse. La femme a conseillé au gars de ne pas résister et de tout accepter. Il a toujours été juste d'assumer la responsabilité de son propre karma. Chang-woo ne comprenait pas quel genre de karma il avait, mais Ho-bin s'est précipité vers lui et a commencé à lui demander si ces visions qu'il avait au tout début n'étaient pas encore passées. Chang-woo a admis à contre-cœur qu'il n'avait pas réussi. La jeune fille pensait que Baekjong n'avait jamais mentionné d'hallucination. Elle a pointé une épée sur la femme et lui a dit d'arrêter. Ho-bin voulait entendre la réponse véridique à la question. Les deux femmes se regardèrent attentivement. La gardienne du tombeau de l'épée a déclaré qu'elle pensait qu'il était trop tard pour demander des réponses. Et elle ôta la boucle d'oreille de son oreille. Elle tourna sa main avec la boucle d'oreille vers ceux qui étaient venus. Une onde de choc s'est précipitée vers le gars et la fille. Ils eurent à peine le temps d'esquiver une forte explosion. Cela a fissuré le rocher qui se trouvait derrière. Et de là est venue une silhouette vêtue d'un manteau. Une voix vint de derrière, leur demandant ce qu'ils voulaient savoir. Le gardien a déclaré que la mauvaise énergie attire toujours le mal. Même l'énergie démoniaque du culte divin n'est pas si mauvaise. La femme au manteau a demandé si le gardien lui faisait un compliment ou voulait l'insulter. Chang-woo a regardé la femme nouvellement arrivée et a dit à Ho-bin que cette femme était membre de l'ordre des démons. Elle a demandé comment le gars connaissait ce nom. Il a répondu que comment pouvait-il ne pas le connaître si quelqu'un en parlait tout le temps. L'inconnu s'est rendu compte que le type parlait du capitaine Po Dae-ak. Elle a dit qu'elle poursuivait le lièvre tout le temps, mais celui-ci s'est enfui. Au lieu d'un lièvre, elle a trouvé un meilleur animal. La femme commença à retirer la capuche qui lui couvrait le visage. Si elle emporte avec elle la peau de cette bête, le commandant en sera très content et lui donnera une récompense. Elle ôta sa capuche et montra son visage. Le visage n'était pas du tout beau, et même dégoûtant. Ho-bin a demandé comment sa tante allait les combattre tous les trois, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'était pas venue seule. Elle tendit la main et cria à Fang de prendre les trois. Des chaînes aux pointes acérées volèrent vers les trois personnes. Ils ont percé le sol, mais beaucoup ont continué à voler. Ils soulevaient de forts tourbillons et étaient difficiles à remarquer. Mais trois personnes se tenaient dans un nuage qui les enveloppait et empêchait la terrible arme de pénétrer à l'intérieur. Chang-woo n'avait jamais vu cela auparavant. Ho-bin a dit que c'est le sort que fait le gardien de la tombe des épées. Les jeunes voulaient aider leur sauveur, mais ils ne savaient pas comment. Le gardien se retourna et dit que ce n'était pas leur combat et que cela n'avait jamais été leur combat. Ils doivent rentrer à l'intérieur et n'en sortir que lorsque tout est fini. Chang-woo n'a pas écouté le gardien et s'est précipité sur son ennemi. Elle rit et agita le fouet qui apparut dans ses mains. Les coups de fouet faisaient de grands trous dans le sol. Chang-woo s'est levé et a tenté d'attaquer la femme. Il leva son épée bien haut et la balança. Mais la femme a avancé sa main et a érigé un mur de protection, en utilisant un sort. Elle ne pouvait pas croire que cet enfant avait vaincu le capitaine le plus fort, Po Dae-ak, quand d'un seul mouvement de la main, elle jeta Chang-woo loin en arrière. Po Dae-ak faisait-il simplement semblant d'être fort? Ce type n'utilise pas d'énergie interne. Ho-bin s'est dépêché d'aider Chang-woo. Le gars lui-même n'a pas compris comment il avait vaincu le capitaine. La fille se pencha vers Chan-woo et lui demanda comment il se sentait. Ils furent tous deux attaqués par une méchante sorcière confiante dans une victoire facile. Elle agita triomphalement son fouet, mais la gardienne a saisi le fouet avec sa main, comme une simple corde, et elle a dit aux jeunes qu'ils sont immédiatement entrés et n'ont pas tendu le coup. Ils ont immédiatement accepté. La sorcière leur a crié après. Savaient-ils où ils allaient? Le gardien a brisé la barrière de protection afin que les jeunes puissent entrer sans entrave. La sorcière leur lança des flèches de pouvoir. Mais le gars et la fille avaient déjà franchi le portail et la barrière a été rétablie. Des flèches de pouvoir tournaient impuissantes près de la barrière. Le gardien a dit à la sorcière que si elle partait maintenant, il lui promettait de ne pas la poursuivre. Mais la sorcière ne la crut pas et se mit à rire. Ho-bin et Chang-woo se tenaient à l'intérieur du Sword Grave
et écoutèrent les bruits des combats à l'extérieur. Les dernières forces de Chang-Woo l'ont quitté, et il s'est mis à genoux, s'appuyant sur sa main. La jeune fille entendit un bruissement derrière elle et se tourna dans cette direction. Chang-Woo essaya de se relever. Il voulait comprendre quoi faire avec la barrière invisible, et si l'épée pouvait l'aider à la franchir pour sortir. Ho-Bin a vu la colombe, mais s'est retourné et a demandé à Chang-Woo ce qu'il avait vu. Elle lui montra l'endroit où Chang-Woo voyait clairement le mur transparent. Et elle a demandé s'il pouvait vraiment la voir. Chan-Woo a confirmé qu'il voit tout parfaitement. Elle a demandé si c'était la première fois que le gars rencontrait un lanceur de sorts. Chan-Woo se souvient de l'épisode avec les poupées qui l'ont attaqué, donc pas du premier. Ho-Bin a dit pensivement que c'est pourquoi Chang-Woo n'a pas utilisé le pouvoir interne de l'épée. S'il pouvait l'utiliser, il briserait la défense de la sorcière. Chan-Woo s'est souvenu que la sorcière avait également dit quelque chose sur la force vitale, mais il ne comprenait pas du tout de quelle énergie interne de l'épée parlait la jeune fille. À ce moment-là, l'épée dans ses mains commença à briller. Ho-Bin s'est rendu compte que bien que Chang-Woo ne connaisse rien à l'énergie vitale, il l'utilise maintenant. Elle a dit qu'elle pouvait enseigner au gars. Il ne croyait pas que ce soit si facile à apprendre. Elle lui a conseillé de ne pas s'inquiéter, car il en sait déjà beaucoup. Chang-Woo était très surpris par ses capacités. La bataille à l'extérieur s'intensifiait. La sorcière attaqua avec son fouet et le gardien envoya des rayons de puissance dans sa direction. La sorcière lança des sorts qui pourraient écraser sa rivale. Un mur de défense du gardien était fissuré. Elle attendait cela. Alors elle retira calmement la boucle d'oreille de son oreille. Et elle a jeté un sort de 1000 aiguilles, qui vola vers la sorcière, illuminant tout d'une lueur bleue. Ils brisèrent les défenses de la sorcière à de nombreux endroits. Et ils lui ont enfoncé la poitrine. Il semblait que tout était fini. La sorcière se pencha sous le coup. Elle a juré que sa position était très mauvaise. Seuse Defense avait toutes disparu. Le gardien lui a dit de retourner d'où elle venait. Mais la sorcière n'était pas d'accord avec ce résultat de la bataille. Elle a promis au gardien qu'elle devrait partir. La sorcière a utilisé le sortilège secret des crocs et sa silhouette a changé. Le gardien ne s'attendait pas à une telle surprise et était confus. La sorcière se précipita pour attaquer. Elle est devenue plus rapide et plus agile qu'avant. Elle jeta le gardien vers la barrière de protection près du portail. Et ses longs bras commencèrent à heurter la barrière pour la détruire. Les coups violents se succédèrent. La sorcière ne montra pas le moindre signe de fatigue. Le gardien a déclaré que toutes les tentatives de la sorcière étaient inutiles. La sorcière était sûre que jusqu'à ce que vous essayiez, vous ne le saurez pas. Et elle a tissé une énorme boule de pouvoir dans ses mains, qu'elle s'apprêtait à jeter dans la barrière protectrice. Le gardien a perdu ses forces et n'a pas pu l'empêcher. Un tel lancer fit éclater la barrière et les fragments se dispersèrent au loin. Le gardien a tenté de restaurer la barrière, mais le New Powerball a détruit tout ce qu'elle pouvait rassembler. Le gardien blessé est revenu en arrière, et la sorcière qui célébrait la victoire fit irruption à l'intérieur. Chan-Woo et Ho-Bin lui faisaient obstacle, qu'elle ne considérait même pas comme des rivales. La sorcière a attaqué les jeunes avec un coup de pied, mais Chang-Woo a bloqué son coup avec son épée. Les talons ne sont pas les meilleures chaussures pour se battre. Alors la sorcière a attrapé son talon sur l'épée. Elle a ordonné aux jeunes de se retirer. Les enfants ne l'intéressaient pas pour le moment. Chang-Woo a déclaré qu'il avait le contrôle sur elle et a dégainé son épée, qui était maintenant pleine de puissance. Une lueur brillante l'enveloppa. 30 minutes plus tôt, à l'entrée de la grotte sans nom, des hiboux blancs parlaient de la nécessité de se dépêcher. Le capitaine Dohol était déjà arrivé au tombeau des épées. Le soldat a déclaré qu'elle pouvait franchir la barrière de force qui empêche les épées d'entrer dans la tombe. Le lieutenant Seol ne croyait pas que cela puisse arriver. Le cœur du sort est là sans lui, elle ne pourra rien faire, malgré son pouvoir. Si le lieutenant parvient lui-même à briser la barrière, sa vie sera alors hors de danger. Une troupe de chouettes blanches entra dans la grotte. L'un des militaires n'a pas eu le temps d'entrer et s'est heurté à une barrière. Il s'est gravement blessé à la jambe et a juré. Le lieutenant Seol a dit aux gens que d'après le livre, ce qu'ils recherchent se trouve ici. Il fit quelques pas et indiqua l'endroit avec assurance. Les soldats commencèrent à creuser un trou profond. Le lieutenant les observait de côté. Finalement, les soldats sont arrivés au fond d'une caisse en bois creusée dans le sol. Le soldat a remis la boîte au lieutenant et celui-ci lui a demandé s'ils avaient retrouvé autre chose. Le soldat a répondu qu'il y avait un miroir sous la boîte. Le lieutenant prit le miroir dans ses mains. Son visage s'y reflétait. Le lieutenant a demandé à ses soldats s'ils pouvaient ouvrir la boîte en toute sécurité. Le soldat a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir la boîte, car il suffisait de briser le miroir pour détruire la barrière. Le lieutenant jeta le miroir au sol, et celui-ci se brisa en milliers de morceaux. Des pierres commencèrent à tomber du plafond de la grotte. Les soldats levèrent les yeux avec peur. Le lieutenant demanda à lui trouver un second capitaine, et le soldat ramassa la pancarte
pour savoir où elle se trouvait actuellement. Il a dit que la sorcière était déjà dans la tombe des épées. Le lieutenant répondit qu'il pouvait maintenant rentrer. L'enseigne usagée est tombée au sol. Le soldat a demandé au lieutenant s'il ne voulait pas entrer dans la tombe. Ils pourront remporter plus de trophées. Le lieutenant Séol savait très bien que l'avidité est un signe avant-coureur de la mort. Il ne voulait pas aller dans la tombe des épées. Il vit une silhouette féminine s'approcher d'eux. Le Guardian a demandé pourquoi les gens n'écoutent pas les bons conseils. Et à moitié cuite, elle sait désormais qui a détruit la barrière. Elle a demandé aux gens comment ils connaissaient cet endroit dans la grotte et a attaqué les soldats. L'un d'eux est tombé, mais les autres ont disparu derrière le mur de protection. Le lieutenant avec la boîte à la main et les soldats regardèrent le gardien. Le lieutenant demanda au gardien de ne pas les attaquer. Même la barrière ne les considère pas comme mauvais. Le gardien est probablement déçu par cela, mais ce ne sont pas des méchants. La femme resta silencieuse et réfléchit à quelque chose. Et sur la tombe des épées, Chang-Woo s'est battu avec une sorcière. Elle l'a attaqué avec de nouveaux rayons de force que le gars a réussi à repousser avec son épée. La sorcière commença à tisser un long sort. Chang-Woo pensait qu'elle construisait un autre mur de défense pour attaquer par derrière. Il balança son épée et interrompit son sort. Mais il ne pouvait pas prédire, d'après ses mouvements, ce qu'elle ferait ensuite. Il bloqua une autre attaque de la sorcière avec un jet de pouvoir. Ce n'était pas facile pour lui, et il était déjà très fatigué. Obin s'est précipitée à son secours. Elle savait que Chang-Woo n'avait pas vu le sort, et la sorcière le savait très bien. La fille a appris au gars comment utiliser l'énergie vitale, mais son cerveau ne pouvait pas encore tout percevoir sans douleur. Elle a envoyé un pigeon voyageur demander de l'aide, mais elle ne sait pas quand elle arrivera. À ce moment-là, la sorcière a de nouveau attaqué Chan-Woo. Il se tenait en position de combat et était sur le point de repousser l'attaque. À ce moment, une porte s'ouvrit. D'où un homme s'est sorti et a demandé à Chang-Woo s'il allait bien. Chan-Woo a été abasourdi par une telle surprise, et la personne qui est venue a dit qu'il était venu pour aider le gars. Obin a vu qu'il était arrivé et n'en croyait pas ses yeux. Elle savait qui était venu. L'homme a dit qu'il aiderait et qu'il n'accepterait pas de réponse négative.